Bismillahirrahmanirrahim. Alors je réitère mes remerciements pour l'équipe de pédiatrie 1, professeur Ousfiha, professeur Amenzoui, de m'avoir invité pour présenter cette présentation sur les particularités radiologiques dans la mucoviscidose qui m'a permis de lire. Alors la mucoviscidose, on ne la voit pas tous les jours nous non plus, peut-être qu'on se trompe, nous aussi, le diagnostic peut-être, mais bon, ça m'a permis de voir les choses de façon différente. Et vraiment. Donc les particularités radiologiques, bon, comme ça a été dit, la mucoviscidose, c'est une maladie génétique qui touche principalement les voies respiratoires et digestives. Je vais ici aujourd'hui parler que sur l'atteinte respiratoire, par faute de temps. Alors c'est une anomalie de la protéine CFTR rendant le mucus trop épais. Juste changer le pointeur. Voilà, c'est bon. Les traitements actuels ont considérablement amélioré l'espérance et la qualité de vie des patients et avec une amélioration de la prise en charge dès la petite enfance. Quel est le rôle de l'imagerie? Le rôle de l'imagerie, comme ça a été dit, c'est le diagnostic précoce, parfois avant même les symptômes cliniques. L'imagerie permet le suivi évolutif de la maladie. Elle permet de faire le diagnostic des exacerbations aiguës et de trouver la cause, notamment les infections. Évaluer la réponse aux nouvelles thérapeutiques. Donc les conséquences physiopathologiques, comme vous le savez tous, de l'anomalie du gène CFTR, c'est la viscosité accrue du mucus. Donc il va entraîner une stase du mucus dans la lumière bronchiolaire et la lumière des bronches. Et c'est à partir de là que va commencer toutes les anomalies radiologiques et les symptomatologies cliniques. Donc on aura une obstruction mécanique qui va être le premier maillon visible en imagerie sous forme de trapage, nous allons voir ça en image, et tout ça va entraîner un cercle vicieux, obstruction mécanique, va entraîner la stase, l'infection, surtout le pseudomonas et le staphylococcus aureus, associé à une inflammation médiée par l'élastase des neutrophiles et au final destruction de la matrice élastique bronchique et les bronchectasies. Donc l'atteinte pulmonaire, finalement, donc on aura initialement ce trapage ou cette obstruction bronchique va se faire au début au niveau des petites voies aériennes. Donc on aura une atteinte bronchiolaire débutante qui va être responsable du trapage radiologique, la distension thoracique, qui va s'étendre petit à petit vers les grosses bronches, les grosses voies aériennes, avec une destruction qui va être progressive, visualisée sous forme de bronchectasie. Donc l'atteinte, elle va être prédominante et précoce au niveau des lobes supérieurs, surtout à droite, avec un gradient crânio-caudal. Donc l'évolution, malheureusement, ne va pas rester fixée sur les lobes supérieurs, elle va s'étendre à tout le parenchyme pulmonaire, qui va être bilatéral et, dans la majorité des cas, asymétrique. Donc ces lésions vont avoir une certaine chronologie d'apparition. Donc chez le nouveau-né et le nourrisson, nous aurons des poumons initialement sains en imagerie conventionnelle et parfois nous aurons une apparition précoce du trapage d'air en infraclinique. Vers la petite enfance, on aura surtout les épaississements péribronchiques initiaux, les impactions mucoïdes débutants. Et chez le grand enfant et l'adulte, c'est là où on aura des bronchectasies franches, les lésions kystiques, les destructions parenchymateuses et les signes d'hypertension pulmonaire secondaire. Alors cette chronologie d'apparition ne va pas être homogène pour tous les patients. Il y aura une variabilité interindividuelle. On aura des formes à progression rapide versus des formes à progression lente et tardive. Sous l'influence des mutations génétiques, on aura des corrélations génotype-phénotype radiologique, comme par exemple les mutations de classe 1 et 3 sont associées à des scores de destruction plus précoces. Vous pouvez me corriger si je me trompe. Et puis, le rôle bien sûr aggravant des colonisations bactériennes itératives, visibles par des poussées de condensation parenchymateuse sur les radiographies. Donc l'imagerie médicale a bien évolué, a beaucoup évolué, elle a bien évolué. Donc au début, le suivi exclusif, le diagnostic, la proposition diagnostique était faite par des radiographies thoraciques standards, avec l'apparition de scores radiographiques, notamment le score de Bradsfield et le score de Crispin normal. Vers les années 2000, le début des années 2000, l'avènement de la TDM haute résolution avec des scores semi-quantitatifs comme le score de Valla et le score de Brody. Et à l'ère actuelle, à partir de l'an 2020,
on a instauré des protocoles d'imagerie ultra low dose, ultra basse dose, avec l'apparition dans le domaine de la recherche de l'IRM morphofonctionnel et l'imagerie postmodulateur du CFTR. La radiographie thoracique. Donc, qu'en est-il de la radiographie thoracique? Donc, durant les différentes phases, la phase initiale, on a dit que au début, elle peut être normale, au stade de début, mais il faut vraiment rechercher ce petit trapage, cette hyperinflation globale qui témoigne du piégeage d'air dans les petites bronchioles, donc sous forme de vraiment d'un poumon qui est un petit peu clair par rapport à un poumon normal. C'est vraiment, ça peut être difficile au début, avec un aplatissement des côtes et un aplatissement des coupoles diaphragmatiques et une horizontalisation des côtes. Alors, après, va apparaître un syndrome bronchique, c'est-à-dire un épaississement pariétal bronchique qui va apparaître sous forme d'image en anneau. C'est un épaississement des parois bronchiques, donc ça va être silhouetté par une opacité. La branche va être silhouettée par une opacité qui sera soit sous forme d'image en anneau si la branche est prise de profil, soit sous forme d'image en raie si la branche est prise de face. Donc, au stade évolué, nous aurons l'apparition des dilatations de branches, des opacités linéaires qui vont caractériser l'impaction du mucus dans les branches dilatées, et bien sûr les dilatations de branches, les images kystiques, comme on les voit ici, ces dilatations de branches, et ces images d'impaction mucoïde qui peuvent être soit linéaires, soit nodulaires. Donc là, vous avez deux patients différents, la radiographie initiale au diagnostic et la radiographie 10 ans après. Vous voyez l'évolution. Là, nous avions un tout petit syndrome bronchique, un épaississement pariétal bronchique vraiment, il fallait faire attention. On sait que c'est l'atteinte des lobes supérieurs. Donc, et après, en 10 ans, nous avons l'évolution en dilatation de branches, pas qu'au niveau des lobes supérieurs, qui s'est généralisé à tout le poumon avec une prédominance au lobe supérieur. La même chose pour ce patient, où la radiographie thoracique était initialement normale, et après 10 ans, donc nous voyons l'évolution, la mauvaise évolution malheureuse vers les dilatations de bronches et voilà, et la distension thoracique. Alors les différents scores radiographiques, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est des scores qui ont été réalisés dans le but de standardiser les comptes rendus et de standardiser le suivi radiologique de ces patients. Donc le score de Bradsfield, il évalue l'emphysème, le nodule, les kystes et la sévérité globale. Et c'est le score de Crispin-Norman qui est principalement utilisé en pédiatrie. Leur problème, c'est la forte variabilité interobservateur, parce que c'est très subjectif de dire, même par rapport à la qualité du cliché, est-ce que l'opacité elle est bien visible ou elle est mal visible, est-ce que le patient a un petit peu respiré? Donc ça reste vraiment très, très subjectif, avec un manque total de sensibilité pour les variations subtiles sous traitement. Les complications en radiographie standard, c'est surtout l'infection sous forme de foyers de condensation parenchymateux qui vont apparaître sous forme d'opacité, de condensation systématisée, comme on le voit sur cette image, un foyer de condensation au niveau du lobe moyen qui va être superposé aux lésions chroniques, ici aux dilatations de bronches, déjà visibles sur cette radiographie standard. Donc, on peut avoir aussi comme complication un pneumothorax par rupture d'une bulle d'emphysème. C'est des patients qui vont présenter des douleurs thoraciques brutales. Donc, la radiothorax va montrer ce pneumothorax qui est de grande abondance ici, avec un moignon pulmonaire. Alors, l'hémoptysie, ce n'est pas une complication radiologique, mais c'est une complication plutôt clinique. La radiographie va surtout éliminer la complication infectieuse qui peut être associée à cette hémoptysie. Alors, les limites de la radiographie, c'est la superposition des structures, comme nous le savons. Donc, c'est une image en 2D pour un poumon qui est en 3D. On aura le masquage des petites voies aériennes par le médiastin et les structures vasculaires et hilaires. Et puis, une sous-estimation majeure, comme je viens de dire, des lésions. La radio est peu spécifique et peu sensible face aux modifications subtiles observées au début de la mycophycidose, contrairement à la TDM.
Donc la radiographie standard, oui, on va voir après quelles sont les indications des différents moyens d'imagerie. Alors, même avec l'utilisation de systèmes de notation structurée et le système de scoring, la variabilité interobservateur est importante et inhérente aux radiographies thoraciques. Donc, certaines études se sont malgré tout focalisées sur cette radiographie parce qu'elle est moins irradiante que le scanner. Ils ont utilisé l'intelligence artificielle pour calculer des scores. Ce score de Brassfield sur plus de 2000 radiographies thoraciques pédiatriques avec une précision comparable à celle d'un radiologue pédiatre. Mais ils ont trouvé que les chambres implantables et les cathéters centraux perturbaient ces algorithmes et posaient des problèmes d'interprétation. Donc, d'où l'avènement, d'où l'utilité ou l'intérêt du scanner thoracique. Le scanner thoracique qui est un examen performant dans la détection précise des anomalies subtiles. C'est l'examen de référence pour cartographier les bronchiectasies précoces et le piégeage gazeux. Alors, il faut maintenant bannir les scanners conventionnels et vraiment utiliser le scanner ultra basse dose. Et je demande aux prescripteurs de vraiment mentionner scanner basse dose dans le cadre de la mucoviscidose pour que le technicien, parce qu'on ne connaît pas souvent que dans la mucoviscidose, il faut utiliser le scanner basse dose. Donc, parce que c'est des patients qui vont faire des scanners à plusieurs reprises et l'irradiation n'est pas négligeable dans cette pathologie. Donc, idéalement, inspiration, expiration. Mais c'est difficile chez les petits-enfants et c'est difficile aussi irradiant de faire et l'inspiration et l'expiration. Donc ce scanner basse dose, regardez ici, nous avons deux exemples, un scanner normal et un scanner basse dose. C'est sûr que la qualité, elle va un peu diminuer par rapport au scanner conventionnel, mais ça reste toujours supérieur à la radiographie standard dans la détection avec une irradiation qui est quasiment similaire à une radiographie standard. Donc vraiment, le scanner basse dose, c'est l'examen à préférer chez ces patients parce qu'il permet la détection beaucoup plus subtile, beaucoup plus intéressante par rapport à une radiographie standard. Et nous allons commencer sémiologiquement par vraiment l'élément le plus important en scanner, c'est la dilatation de bronche. La dilatation de bronche, c'est le signe majeur. Il se caractérise par une dilatation irréversible de l'arbre bronchique. Et le signe caractéristique de cette dilatation, c'est le signe de bague à chaton. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le diamètre interne de la bronche va être supérieur à celui de son artère pulmonaire adjacente. Normalement, à l'état normal, nous avons le diamètre de la bronche est similaire au diamètre de l'artère adjacente, l'artère pulmonaire adjacente. En cas de dilatation de bronche, nous aurons un diamètre qui va être supérieur à cette artère et c'est le signe de bague à chaton. Alors, et puis, aussi, nous allons pouvoir voir les bronches à moins de 1 cm de la plèvre. Et on sait que par la division dichotomique des bronches, les bronches vont aller en diminuant de volume de moitié par rapport à la bronche précédente. Donc finalement, à 1 cm au contact de la plèvre, nous ne voyons plus les bronches à l'état normal. Et la dilatation va intéresser même les bronches distales et on va les voir aussi en distalité. Ces dilatations de bronches peuvent être de plusieurs types. Donc elles vont être tout d'abord cylindriques, comme on voit ici. Ça va être des dilatations de bronches. On peut avoir les trois types de dilatation de bronches chez un seul patient, malheureusement. Elles peuvent être cylindriques, elles peuvent être variqueuses ou moniliformes, comme ici, et elles peuvent être kystiques, comme sur cette image ici. Donc les trois, on peut avoir les trois. Et vraiment, au stade tardif, ça va être surtout les dilatations de bronches kystiques avec des niveaux hydroaériques témoignant de leur surinfection. Voilà. Ici, nous avons une dilatation de bronche cylindrique, mais vraiment qui est complètement comblée. C'est l'impaction mucoïde, on va voir ça par la suite, complètement comblée par du mucus qui est épais sur cette image. L'épaississement des parois bronchiques, on aura aussi, sans dilatation de bronches obligatoire, on va avoir un épaississement des parois des bronches qui va signer l'infiltration et l'inflammation cellulaire chronique de la muqueuse et de la sous-muqueuse. On aura une augmentation de ratio entre l'épaisseur de la paroi par rapport au diamètre total de la bronche. Il est présent dès les premiers stades de la maladie chez l'enfant.
On aura aussi les impactions mucoïdes. Les impactions mucoïdes qui signent l'infection, en fait la surinfection, qui vont apparaître sous forme d'obstruction complète de la lumière bronchique par des sécrétions épaissies et déshydratées, donnant un aspect en doigt de gant comme nous le voyons sur cette image, ou bien donnant un aspect de ce qu'on appelle du signe de l'arbre en bourgeon comme sur cette image. Au niveau de la distalité, nous aurons des impactions bronchiolaires terminales signant une bronchiolite infectieuse exudative active. Donc le trapage aérien, généralement c'est le premier signe à apparaître. Le trapage aérien, on le voit malheureusement, on le voit beaucoup mieux quand le patient fait des clichés, fait des images, une acquisition en inspiration et en expiration. Donc il faut que le patient soit coopérant, il faut qu'il comprenne l'inspiration, qu'il comprenne l'expiration. Et ça, c'est des éléments techniques qui sont un petit peu difficiles. Mais si c'est réalisé dans de bonnes conditions, on voit ici sur ce scanner en inspiration la distension parenchymateuse, l'hyperinflation parenchymateuse pulmonaire, qui est confirmée en expiration par les zones d'hypodensité parenchymateuse persistante en expiration. Donc l'air va entrer en inspiration et ne va pas sortir en expiration. L'atténuation en mosaïque, cette atténuation en mosaïque va être visualisée sur un scanner réalisé en inspiration sous forme d'alternance de zones d'hypoperfusion secondaire à la vasoconstriction hypoxique et de zones d'hyperémie compensatrice et des zones normales. Ici, vous avez un scanner, le même scanner, les mêmes coupes, mais sur des reconstructions différentes. Là, nous avons la reconstruction standard et là, nous avons la reconstruction qu'on appelle mini-MIP. Cette reconstruction nous permet de bien voir cette atténuation en mosaïque qui signe l'hypoperfusion secondaire dans les zones atteintes. Les atelectasies. Alors les atelectasies, c'est assez facile. Elles sont dues à une obstruction canalaire totale par un bouchon muqueux dense, entraînant la résorption de l'air alvéolaire en aval, comme on le voit sur ces images. En fait, il ne persiste que vraiment cette dilatation de bronches au sein de ces atelectasies, de ces foyers d'atelectasie. Ces atelectasies peuvent être segmentaires ou lobaires, et elles peuvent être planes ou discoïdes. Quand elles sont planes ou discoïdes, elles sont plus fréquentes au niveau des vases, et elles sont secondaires à une hypoventilation. Au final, malheureusement, si l'évolution fatale, c'est l'altération parenchymateuse destructrice, c'est la destruction de tout le poumon par ces dilatations de branches, l'atteinte des zones de fibrose, des zones kystiques, et des zones rétractiles post-infectieuses avec importante distorsion. Et sur le plan clinique, c'est vraiment la gêne respiratoire très importante du patient. On a aussi des atteintes microvasculaires de remodelage qui sont secondaires à ces atteintes parenchymateuses pulmonaires, avec une hypertrophie des artères bronchiques. C'est la conséquence directe de l'inflammation chronique transmurale. On aura, si on fait un scanner avec injection du produit de contraste, on aura une dilatation ici en fenêtre médiastinale, une dilatation vasculaire tortueuse dans le médiastin postérieur des artères, des axes bronchiques proximaux. On le voit très très bien, d'habitude on ne voit pas ces structures vasculaires. Et ces structures vasculaires qui sont responsables de l'hémoptysie chez le patient. Et ici, même sans changer de fenêtrage, on peut voir ici une atteinte alvéolaire en conséquence de l'hémoptysie du patient. Donc sur le plan médiastinal, en plus de ces dilatations des artères bronchiques, ce n'est pas les artères pulmonaires, c'est les artères bronchiques qui vont être dilatées. On aura ici, on peut avoir aussi des adénopathies médiastinales qui sont banales. C'est juste des adénopathies qui sont réactionnelles bénignes dans les zones de drainage des lobes hyperinflammatoires. On peut avoir bien sûr en phase tardive des signes d'hypertension artérielle pulmonaire, la dilatation du tronc de l'artère pulmonaire et l'inversion du rapport tronc de l'artère pulmonaire aorte avec des signes de cœur droit, comme on le voit sur l'image en dessous, la dilatation des cavités cardiaques droites. Alors là aussi, des scores ont été établis, scanographiques ont été établis pour la quantification des lésions de la mucoviscidose. Ils ont été établis parce que certes, le VMS il est un petit peu limité
les paramètres fonctionnels respiratoires vont être insensibles à des changements structuraux précoces et localisés. Et pour standardiser et harmoniser les comptes rendus radiologiques entre les différents centres et dans le cadre du suivi longitudinal. Alors il y en a beaucoup, il y en a quelques, enfin je vais en citer quelques-uns. Les plus utilisés, c'est le score de Bala, qui est le premier score largement validé, basé sur l'analyse globale du poumon, évalue 9 critères morphologiques dont l'étendue des bronchectasies, l'épaississement péribronchique et les bouchons muqueux. Ils sont notés de 1 à 3. Et la somme ensuite est soustraite à 25 pour donner le score final, tout en sachant que plus on s'approche de 25 points, plus l'atteinte est légère. Donc entre 9 et 15, l'atteinte est modérée, entre 3 et 8, l'atteinte va être sévère. Donc plus, c'est bon, c'est ce que je voulais dire, plus le score est faible. Donc il y a le score Bala modifié, en fait c'est la même chose qui repose sur les mêmes éléments avec, on a ajouté quelques paramètres à évaluer, donc on a juste ajouté quelques paramètres, notamment la perfusion en mosaïque qui a été rajoutée dans la version modifiée, mais le scoring reste le même. Alors le score de Brody, c'est une analyse encore plus détaillée, c'est vraiment un score qui est très exact, si vous voulez, le plus exact possible, mais c'est une analyse qui va être très détaillée, c'est une analyse qui va être très chronophage pour pouvoir donner ces scores. Donc, il va scinder les lobes en 5, la lingula, et il va étudier les bronchectasies, les épaississements de la paroi bronchique, l'impaction mucoïde, les saculations, les abcès et les différentes anomalies parenchymateuses. Donc, ça va être un scoring qui est efficace, mais qui va être chronophage. Donc, la variabilité interobservateur ici dans ces scorings, elle est réduite de manière significative lorsque l'analyse est effectuée par des radiologues thoraciques entraînés et aussi par l'automatisation, par l'intelligence artificielle. Maintenant, l'intelligence artificielle permet de détecter les lésions et de faire ce scoring qui est très chronophage avec un gain de temps considérable pour le radiologue. Donc ça va remplacer progressivement les calculs manuels des scores de Brody. Quand est-ce qu'on va surveiller ces patients? Donc il n'y a pas de rythme standardisé, c'est à tout un chacun, c'est par rapport aux patients, par rapport à l'équipe qui va utiliser, oui. Je suis à 22 minutes, il me reste 2 ou 3 diapos. Donc la radiographie thoracique, elle a été longtemps réalisée de façon annuelle, elle reste actuellement utilisée lors d'événements intercurrents, lors des exacerbations. La TDM, c'est l'examen clé pour le suivi pulmonaire. Il est souvent réalisé en imagerie de référence tous les 2-3 ans chez les patients stables. Et pour les patients sous modulateur de CFTR, l'imagerie peut être programmée à un rythme différent pour évaluer la régression des lésions. Donc l'IRM, un tout petit mot sur l'IRM, il faut savoir que ça existe, on peut le réaliser et que c'est dans le domaine de la recherche, donc nous ne la faisons pas chez nous encore. Et elle permet de voir et la morphologie, la fonction et vraiment la perfusion pulmonaire. Mais c'est vraiment dans le domaine de la recherche. Vous avez ici un exemple d'IRM. C'est des images qui sont similaires à l'image scanographique, mais dans un but d'irradier moins, surtout dans les contrôles itératifs. La révolution thérapeutique, comme ça a été dit, c'est les modifications des images sous modulateur de CFTR. On aura une importante régression des lésions liquidiennes. Donc sur le plan radiologique, on aura une disparition rapide et spectaculaire des impactions mucoïdes de quelques semaines à peine, une diminution de l'inflammation avec une réduction mesurable de l'épaisseur des parois bronchiques sur les scanners de suivi et stabilisation ou réversibilité partielle des dilatations de bronches. Alors qu'avant, on disait que les bronches, c'était une dilatation irréversible, mais vraiment, quand la dilatation elle est au stade de début, on peut espérer une réversibilité de ces dilatations de bronches. Vous avez ici un exemple, un scanner avant traitement, les impactions mucoïdes, les dilatations de bronches, les kystiques cylindriques, l'atteinte en arbre embourgeant, l'épaississement pariétal bronchique. Après 1 an de traitement, la dilatation de bronche a persisté effectivement parce qu'elle était à un stade assez avancé, mais on a une diminution de l'épaisseur pariétale, on a une disparition de l'impaction mucoïde et on a une disparition de l'atteinte bronchiolaire, disparition de l'arbre embourgeant. Donc voilà, en conclusion, le scanner reste la référence pour cartographier et quantifier précisément l'atteinte structurale respiratoire. Les protocoles doivent évoluer vers la réduction de la dose. Donc quand vous avez une mucoviscidose, demandez le banc d'examen basse dose.
pour que le scanner base d'os soit réalisé. L'intégration de l'IRM chez l'enfant, ça peut être une alternative future. Et les scores TDM classiques doivent être réadaptés pour détecter la régression, même subtile, des lésions sous modulateur de la CFTR. Et je vous remercie.